Aimé Césaire et Édouard Glissant. Colloque conçu et organisé par Sylvie Glissant, que je ne vois pas, elle est au fond de la salle, et par Loïc Séry, que je salue. Il se trouve que je suis en même temps président de l'Institut du Tout-Monde et directeur de la Maison de l'Amérique latine, et donc c'est à double titre que je vous accueille, et c'est avec un plaisir redoublé. Je dois dire que c'est un miracle que ce colloque, miracle rendu possible par l'incroyable mobilisation d'énergie, personnes et institutions, dont la liste est trop longue pour que je les cite, mais je voudrais les remercier tous très chaleureusement, comme je vous remercie aussi de votre présence. Le programme est chargé, puisqu'il y a même une séance d'hier qui aura lieu maintenant, donc je ne voudrais surtout pas retarder le déroulement des travaux. Je voudrais juste vous dire que c'est avec une émotion un peu particulière que je m'adresse à vous ce 21 septembre, date anniversaire de la naissance d'Édouard Glissant. Édouard Glissant avait des lieux de prédilection, des lieux du tout-monde, parmi lesquels la Maison de l'Amérique latine, où il était, et il est toujours, vénéré. Place à nos trois poètes des Amériques, peut-être même des Amériques latines, et je cède la parole immédiatement à Loïc Séry. Merci. Écoutez, cher Monsieur Vitrani, merci encore une fois pour votre accueil, qui nous touche vraiment profondément pour cette troisième journée du colloque. Je ne vais pas être long, je vais simplement passer la parole à Catherine Delpech pour en fait la fin de la séance d'hier que nous avons été obligés d'écourter. Et ensuite, donc, nous allons enchaîner avec la première séance de ce matin. Voilà. Donc Catherine, 20 minutes pour ta communication. Tout à fait. Il faut appuyer. Là. Allô. Oui. Saint John Perse, Aimé Césaire, Édouard Glissant, l'œuvre du lieu, la part du monde. Permettez-moi d'abord d'adresser mes plus vifs remerciements aux organisateurs exceptionnels de ce colloque exceptionnel. Je veux parler de Sylvie Glissant et Loïc Séry. J'en viens immédiatement et de manière un peu abrupte à mon propos, car j'ai dévié de ce qui était initialement prévu, pour rebondir sur la question ouverte posée par M. Le Pen et qui fera l'objet de ma deuxième partie. Pour commencer, j'aimerais vous lire des paroles d'Édouard Glissant, dont il me semble qu'il serait dommage de faire l'impasse à cette occasion, d'autant plus qu'on fête aujourd'hui la date d'anniversaire de sa naissance. Voilà. Donc, vous les trouverez dans les actes du colloque de 2005 de Beit al-Hikma, autour d'Édouard Glissant, lecture, épreuve, extension d'une poétique de la relation, publié aux presses universitaires de Bordeaux. Ce sont des paroles, on peut dire, quasiment inédites. Donc, je vous les livre de suite. Il y a quelque chose dont on ne se rend pas compte. Le déparleur a sa rhétorique, et sa rhétorique est absolument impeccable. Alentour, les personnes qui l'écoutent n'en ont pas les clés, mais parfois, certains les ont. J'ai assisté à des dialogues entre un déparleur et ce genre de personnes. Ça donne des dialogues fulgurants et absolument rhétoriques au bon sens du terme. Le déparleur ne s'attend pas à ce que les autres l'écoutent. Il parle à la volée. Si on réagit, c'est tant mieux, sinon ça lui est égal. Le déparleur a une rhétorique impeccable car il fait référence à une réalité qu'il connaît, mais dont il cache les références. J'ai fait ici le portrait de Saint John Perse. J'ai compris que dans le rapport entre langue française et langue créole, le meilleur moyen de rétablir l'équilibre était de pratiquer l'interpoétique entre ces deux langues. Je savais déjà que ce qui intéresse ce poète, c'est de donner par image une parasymbolique qui se rapporte à une réalité de telle sorte qu'aucun lecteur ne peut dire de quoi il s'agit. C'est une manière révolutionnaire de considérer la pratique de l'écriture. C'était la première fois qu'un poète disait le monde avec des références et en cachant le rapport à ces références. Non seulement il les cache, mais il provoque chez les gens l'erreur. Il prétend que personne ne peut trouver sa référence au réel. J'ai compris que c'était un déparleur. Ça correspond au trouble et à la profondeur du monde actuel. De même, il comprend l'inexplicable
Mais il ne veut pas le dire. Il veut continuer à jouir du bain dans lequel il est. Nous avons appris à comprendre Saint John Perse. Pour moi, ce que j'ai essayé de faire, ce n'est pas de donner une référence fixe en cachant les voies d'accès à ces références. J'ai essayé de trouver les mailles, les interstices, les failles des structures poétiques entre langue française et langue créole. Et c'est la meilleure manière de raccourcir la dominance de l'une vis-à-vis de l'autre. Ce n'est pas une voie ectopique ou élitiste ou aristocratique. C'est une autre manière de recommencer, de prendre un nouveau départ. Ça m'est égal qu'on parle ou qu'on ne parle pas de moi. Je fais ce que j'ai à faire. Je suis un déparleur. Voilà. Merci à Édouard donc, pour ces paroles extraordinaires. Donc, ces paroles d'Édouard rappelleraient immédiatement plusieurs commentaires. Bon, je vais essayer d'examiner deux voies. Saint John Perse indivis peut parler en poésie à la volée. La poésie, c'est l'espace premier où il peut croiser librement, détaché des discours sentencieux et prudents où l'oblige sa fonction et où il doit rendre des comptes. Comme il le dira dans le discours de Stockholm, la poésie n'est d'abord attachée qu'à son propre destin. Elle est libre de toute idéologie. Je continue la citation. Elle se connaît égale à la vie même, qui n'a d'elle-même à justifier. Abordant par ailleurs la question du pseudonymat avec l'écrivain Marcos Victoria, il ajoutera vouloir, je cite, « être en littérature comme ces navires à quai qui offrent seulement leur poupe à la curiosité des passants, un nom, un port d'attache. C'est là tout leur état civil. Le reste est aventure et n'appartient qu'à eux. » Fin de citation. Mais ce qui est vrai s'agissant du poète au masque vis-à-vis du rôle de haut dignitaire, l'est peut-être autant vis-à-vis de sa race ou caste. On avait discuté de ça hier. Quand on sait qu'il cachait à ses proches ses premiers poèmes. Peut-être Saint John Perse sait-il très tôt que cette manière de langage, comme disait Édouard Glissant, est frappée d'anathème au temple sacré de la langue française, où sa lignée tâche entre autres de maintenir pur l'atavisme de son identité. On ne s'étonnera pas, comme l'ont souligné René Ventresque ou Antoine Raybaud, que la consultation de Malmort dans le fond entier de la bibliothèque de Saint John Perse présente, je cite, les signes habituels d'une lecture active. Que les mots et les images de l'enfance créole soulignée puissent témoigner d'une manière pour Perse de renouer avec des sensations familières. Mais la différence se joue peut-être aussi dans la rhétorique de l'ouvrage, qui offre parmi les plus époustouflantes démonstrations à l'écrit de ce qu'Édouard Glissant appellera le délire verbal coutumier. Cette plongée in medias res dans les longues, je cite, respirations sans début ni fin, qu'Édouard Glissant assume ici d'emblée comme une forme caractéristique de la rhétorique antillaise et qui désoriente immédiatement notre rapport habituel au rythme de la phrase. Ici, l'acte de lecture doit s'étager sur le souffle propre du conteur créole qui, dit Édouard Glissant, chante presque en racontant jusqu'à la limite de son souffle, jusqu'à s'épuiser lui-même. Le cahier d'un retour au pays natal en réponse à éloge n'y déroge pas. Happant le lecteur, emporté sans discontinuité et jusqu'au bout dans la respiration haletante du corps textuel. La parole ininterrompue d'un cri inouï, déployé, dit Césaire, dans la langue maléfique de la nuit en son immobile vérition. Édouard Glissant, dans l'une de ses plus belles lectures sur Aimé Césaire, soulignait, non sans complicité, « Il faut savoir supporter tant d'accumulation, et peut-être qu'alors le souffle vous manque, mais le poème ne vous attend pas, déjà il a repris. » C'est dans l'intention poétique. Ce sont les caractéristiques de cette rhétorique hors norme qu'Édouard Glissant relève aussi chez Saint John Perse, je le cite, une révolution de la technique du plein chant, où, ajoute-t-il, le détournement est la seule norme, et où se jouent les ruptures et les densités de l'oralité. Édouard Glissant, bien en amont, dans Soleil de la conscience, portait le témoignage de ce que l'éloignement de l'île avait produit pour lui-même de générateur. Cette trace du lieu, cachée ou consentie,
Il l'a retrouvée chez Aimé Césaire et l'avait immédiatement surprise chez Saint John Perse. Et la remarque qu'il faisait alors dans ce premier essai expérimental semble du coup valoir pour tous. Je le cite. « L'île, qui est secrète, s'accomplit dans son rayonnement. L'homme emprunte à tous les tons et se concentre sur sa pesanteur, s'ouvrant tout de même sur sa diversité. L'île est passagère, sa provision demeure. » Nous manquerons de temps pour mettre en évidence et développer dans le détail les travées phosphorescentes où les poétiques de Perse, Césaire et Glissant fondent ensemble le chant grondant du siècle, la voix trimégiste d'un monde en métamorphose et dans la transition au XXIe siècle, l'annonce prophétique d'un homme neuf, saisi là même, dans la transhumance de son verbe et dans l'émancipation de son être. Ceci nous amène à considérer une autre question essentielle qui se pose chez ces trois poètes. Le lieu de poésie et la totalité. Ce sera notre deuxième partie. Excusez-moi. Chez Saint John Perse, Aimé Césaire et Édouard Glissant, le lieu de poésie est celui qui interroge le plus radicalement et de la manière la plus ultime l'idée de totalité, mais aussi la question de l'absolu, de l'être ou du sacré. Chez Saint John Perse, c'est sans doute dans la filiation de Paul Claudel que l'idée de totalité valait d'être creusée. Voilà ce que dit Claudel dans l'art poétique. Et que manque-t-il plus essentiellement à l'individu que d'être total ? Ma richesse est inépuisable. C'est posséder tout l'univers que de manquer de tout l'univers et de lui manquer moi-même. Face au prosélytisme amical de Paul Claudel, c'est du moins de cette manière que Saint John Perse présente les choses dans sa correspondance, il expose à Claudel son point de vue sur la relation qui existe pour lui entre la poésie et l'absolu de l'être. Pour lui, si j'ai bien compris, je vais aller vite et vous m'excuserez des raccourcis parce que je manque de temps. Pour lui, la poésie est la seule règle, je le cite, qui le tienne plus vivant. Fût-ce à vif, ajoute-t-il. Autrement dit, la poésie est l'ascèse agnostique chez Perse où l'homme peut atteindre au dépassement de ses limites humaines. Je cite le passage. La recherche en toute chose du divin, qui a été l'attention secrète de toute ma vie païenne, et cette intolérance en toute chose de la limite humaine, qui continue de croître en moi comme un cancer, ne saurait m'habiliter en rien de plus qu'à mon aspiration. Vous seul, sans doute, ajoute-t-il à l'adresse de Claudel, pouviez saisir dans mon poème la portée de cette mer au-dessus de la mer qui tend toujours au loin ma ligne d'horizon. Chez Césaire, le sacré, me semble-t-il, mais le débat reste ouvert, resterait toujours du cri comme suppuration d'une blessure sacrée entretenue par l'image poétique. Je le cite dans Moi Laminaire. J'habite une blessure sacrée, j'habite des ancêtres imaginaires, j'habite un vouloir obscur, j'habite un long silence. Peut-être faut-il lire dans Moi Laminaire l'aveu d'un échec, non pas du projet initié par la négritude, qui a révélé l'existence de l'être au monde du noir, mais l'échec de cette tentative où il a cru pouvoir trouver dans la source de l'essence africaine une solution pour résoudre l'abîme identitaire antillais. C'est pas ça. Alors, voilà. Voilà, c'est pas grave. Excusez-moi alors. On y reviendra. Hors sens, hors coup, hors gamme, déplore Césaire dans Moi Laminaire. Et ajoute-t-il plus loin, à vrai dire, j'ai le sentiment que j'ai perdu quelque chose, une clé, la clé, ou que je suis quelque chose de perdu, rejeté, fort jeté, au juste par quels ancêtres. Cette blessure sacrée semblait déjà avec ferment ne jamais pouvoir se refermer, entretenant comme un feu sacré, péléen, le cri de toujours, le cri, je cite, criquet des solitudes dévoreuses. Enfin, je vais aussi aller vite, j'aimerais revenir sur
S'agissant d'Édouard, j'aimerais revenir sur quelques points. Et là, je m'adresse en particulier à Alexandre Lepin. D'abord, première chose, je crois qu'il faut le redire, l'œuvre d'Édouard Glissant s'élève sur deux tendances inextricables. Une poétique intellectualisée, phénoménologique, explicite et différée. Et dans le même temps, une poétique naturelle, jaillissante, de l'ordre du phénoménal, de l'implicite, du concept de réalité. Concepts de réalité qui sont à la fois partiels et totaux, qui ne sont pas universels, dira Glissant. Ces concepts de réalité projettent les éléments de la réalité comme autant de signifiés immédiats. Toutes les notions d'Édouard Glissant fonctionnent ainsi, poétiquement. Elles glissent, se transforment et s'harmonisent avec la même matière fluide que celle du vivant, dont elles sont les saisies provisoires, les cristallisations spontanées ou les fragments fugitifs et inachevés. Elles s'ordonnent sur une acuité dont la seule boussole est empirique et se subordonnent entièrement à tous les aspects infinis et contradictoires de ce que le poète appelle le chaos monde. Plus incroyable encore, cette pensée poétique, par une sorte de réflexe de dénégation, élabore l'antidote, le contre-discours, l'antipoétique de ses propres notions, au cas où d'aucuns, justement, veuillent les brandir en concept. Deuxièmement, j'aimerais revenir tout simplement sur la proposition de poétique de la relation. Et les mots dans la proposition poétique de la relation se nouent dans une indéfectible alliance. Poétique renvoie à l'expression d'une intériorité, d'une sensibilité, mais qui se dit paradoxalement dans l'expérience intime d'un dehors, la relation. L'ambiguïté de la détermination, qui s'écrit de surcroît avec une majuscule, amène à signifier que l'intérêt, la nature même de cette relation, est dans ce qu'elle renverse la valeur prédicative de la formule apparente. C'est la relation qui fait poétique. Il y a ensuite, chez Édouard Glissant, une sorte de nostalgie qui s'énonce à partir de la nouvelle région du monde. C'est celle d'une époque mythique où la vie humaine battait pleinement de ses liaisons et tracés magnétiques avec le vivant, et où la parole poétique allait de soi, c'est-à-dire quand le signe se présentait immédiat, non encore littérarisé, non encore dissocié, dématérialisé, ou encore devenu une édulcoration, c'est-à-dire une abstraction du réel, ce qu'il appellera le vrai. C'est dans ce sens, me semble-t-il, qu'il dit d'un soleil de la conscience, c'est-à-dire au démarrage de l'œuvre, « Voici le cours de mon propos, trouver la juste mesure de mon chaos primordial. » L'écriture, l'imaginaire, la poétique d'Édouard Glissant ont la vocation d'aménager et de réaliser un passage, une conversion de l'être, dit-il dans l'intention poétique. Et l'œuvre, dans son ouvrage, sert comme un fil d'Ariane son itinéraire, la poétique de l'être qui se trouve, toujours dans l'intention poétique. Les axiomes de la poétique de la relation, dans le chapitre que tout le monde connaît, ce qu'étant, ce que n'est, relèverait-il de l'ironie vis-à-vis de la dialectique de Martin Heidegger, comme le suggère Jean-Paul Madou, et je regrette qu'il ne soit pas là ici pour en discuter, ou réinterrogerait-il au contraire ce que celui-ci, Martin Heidegger, avait substitué à l'ontologie transcendantale, l'être en tant qu'étant, c'est-à-dire l'ontique, le da, le la du Dasein. En amenant de manière poétique les arguments de la relation, Édouard Glissant réactive le débat sur l'ontologie. L'interprétation de la formule « ce qu'étant, ce que n'est » gagnerait à être rapprochée d'un argument clé de l'intention poétique. Je cite « Je dis ce que je ne suis pas », où le questionnement de l'être se fait d'abord par défaut. L'être ne serait plus un présupposé, l'idéal platonicien, pas plus que la perfection ou une essence perdue, non plus que l'uniformisation où se projettent les ambitions d'universalisation ou d'universel, même généreuses.
La poétique d'Édouard Glissant nous apprend ceci, que c'est dans la répétition infinie des différences, des étangs dans leur diversité, dans leur déploiement et leur rencontre exponentielle et imprévisible, c'est-à-dire en avant et non plus en arrière, que se profile l'être. C'est dans la déclinaison infinie de ces différences et dans cet inachèvement que réside pour Édouard Glissant son infinité, sa perfection, son mystère et sa beauté. Les noèmes, comme dit Alain Borère d'Édouard Glissant, ont ceci de caractéristique qu'ils ne relèvent, comme il dit, d'aucun système de pensée, ni d'aucune pensée de système. Pourtant, l'œuvre est tout au cheminement d'une formidable et inédite pensée, une poétique de la relation. Chaque détail du réel porte en lui une puissance esthétique et signifiante qu'à chaque instant le poète réveille, maintenant, toujours, ici et encore aujourd'hui avec nous. Arrivé à son extrémité, l'œuvre, qui dit ici son existence relative, il n'en est que plus magistrale et magnifique. Sur une orchestration et une logique impeccable, son acmé se porte vers l'anthologie de la poésie du tout-monde, où elle se livre particulière au chant infini de l'immémorial grand tout, et dans la résonance des dernières paroles publiques du poète, ici même. Rien n'est vrai, tout est vivant. Le vœu d'Édouard Glissant dans Soleil de la conscience atteint sa réalisation ici. Ce chaos primordial, c'est la terre, le feu, l'eau et les vents. Une anthologie de la poésie du tout-monde. Et c'est ici que tout prend son sens. Non pas dans le livre du tout-monde, mais dans un livre possible du tout-monde. Et parce que le poème seul décide du dernier mot, Édouard Glissant parvient à livrer en toute fin de sa vie d'écriture la perception ultime du temps magmatique où les poètes ont rêvé, la mise en lumière des liaisons magnétiques de légende et des tracés magnétiques de poésie. Le retour à la poésie ne se conduit pas comme une conclusion définitive, comme un repli idéal ou un acte de foi, mais comme le seul primordial d'une continuité sans cesse réactivée, où, je le cite, la parole rejoint la matérialité du monde, où la fin le relais, où la poésie où le poème, lui aussi, est toujours à venir. Et pour illustrer d'une certaine manière, non pas cette vérité, mais ce vivant, je ferai appel à Héraclite pour finir. Embrasement, tout et non tout, accordé et désaccordé, consonant et dissonant, et de toutes choses l'un, et de l'un, toutes choses. Je vous remercie.